Jungle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien, moi également. Grâce à la bonté, grâce à l'amour, grâce à la miséricorde de notre bon Père Céleste, c'est lui qui ne cesse de nous garder, de nous bénir et de nous protéger. Voilà. Et notre bénédiction, aujourd'hui, nous vous offrons ces programmes qui mettent l'accent spécialement sur la santé. Moi, j'appelle ça une bénédiction. Aujourd'hui, vraiment, c'est une bénédiction, vous le saurez pourquoi. Octobre Rose. Ça vous dit quelque chose? À moi si. Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer des seins. C'est ce qui signifie la présence remarquable de Madame Mangalou, qui est médecin généraliste à la Société civile santé de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour Madame Vanessa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va aussi, grâce à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. On entend parler de partout, les cancers du sein par-ci, les cancers du sein par-là. Comment définissez-vous le cancer du sein? Ok, merci pour la question. Un cancer, en général, c'est le fait qu'il y ait multiplication anormale de cellules au niveau d'un organe bien précis. Alors, puisque nous parlons du cancer du sein, il s'agit justement de cette multiplication de façon anormale au niveau de l'organe appelé sein. C'est de cette manière-là que je peux d'emblée définir le cancer du sein. Et ça existe en plusieurs types aussi? Oui, bien effectivement, ça existe en plusieurs types, selon l'organe ou bien le tissu mammaire atteint. Et bien sûr, selon la façon dont ça peut évoluer ou les caractéristiques que cela comporte. D'accord. Ce qui est vrai, on en aura quand même besoin. Vous pouvez nous expliquer, nous citer les cancers des seins qui existent et comment ça se développe. Ok, merci. Nous avons 5 types de cancers du sein. Nous avons premièrement le cancer appelé carcinome in situ. Bon, j'aimerais d'abord éclaircir quelque chose sur le plan anatomique du sein. Le sein en soi, il est composé du tissu glandulaire, c'est-à-dire la glande qui produit le lait maternel qui sert à allaiter les enfants. Il y a aussi le tissu graisseux. Dans le sein de la femme, il y a de la graisse. Et il y a au niveau de ces tissus glandulaires des canaux, des petits canaux qui sont assemblés et qui viennent converger dans un canal beaucoup plus grand appelé canal galactophore qui cherche justement, qui a pour rôle d'évacuer le lait produit au sein de la glande vers l'extérieur justement par le mamelon. Alors le carcinome in situ qui est le premier type que j'ai cité, il se localise au niveau du canal galactophore. Il se limite principalement à ce niveau-là. Donc, il n'évolue pas, bien sûr, sauf s'il traîne longtemps sans prise en charge. À ce moment-là, il peut disséminer dans les structures environnantes. Mais sinon, il se limite simplement au niveau du canal galactophore. En deuxième lieu, je citerai le carcinome infiltrant, c'est-à-dire qui traverse la paroi du canal galactophore et qui dissémine juste aux structures d'alentour, mais tout en se limitant dans le sein. Nous citons aussi comme troisième type le carcinome lobulaire. Au sein toujours de la glande, au-delà des canaux, nous avons des lobules, c'est-à-dire la cellule même de base de la glande mammaire qui se regroupe comme un tas, formant ce que l'on appelle le lobule. Et dans ce lobule, il peut se développer justement une tumeur, des cellules cancéreuses, voilà, qui peuvent naître au sein de ces lobules. Et là, on parle du carcinome lobulaire. Nous avons un carcinome inflammatoire, c'est-à-dire un cancer typiquement inflammatoire, c'est-à-dire avec des signes cardinaux de l'inflammation. Là-dedans, nous avons la douleur. Nous avons la rougeur de l'extérieur. On voit que le sein devient complètement rouge. Et quand on le palpe, on sent qu'il est chaud, donc la chaleur. Et bien sûr, il est tuméfié. La tumeur, bien sûr, qui est visible à l'œil nu. Et c'est une des formes vraiment difficiles à traiter. Et c'est bien sûr, je peux dire quand même heureusement que ce sont des cas vraiment rares. Et enfin, nous avons cette forme appelée maladie de Paget.
Cette maladie est caractérisée par l'apparition d'une plaie au niveau du mamelon qui ne guérit pas. En fait, la personne constate que j'ai une plaie à ce niveau, mais depuis, elle ne guérit pas. Et elle va plutôt en s'empirant jusqu'à causer beaucoup d'autres choses par après. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci docteur. Alors, quels sont les premiers signes à savoir que non, cette personne, cette femme a les cancers du sein? Ok, par rapport à la symptomatologie, la femme elle-même constatera que sur le plan de l'inspection, donc en se regardant, elle constatera des différences énormes entre les deux seins. Alors on constatera au niveau du sein qui est affecté qu'il prend plus de volume par exemple que l'autre qui n'est pas affecté. Déjà, en temps normal, les deux seins n'ont pas la même dimension. Il y a toujours une petite différence en termes de volume, déjà. Mais si cette différence devient importante, ça devrait tiquer la femme. Et au-delà de ça, l'aspect même de la peau peut changer. Et on parle, il y a un aspect bien typique au cancer du sein, l'aspect peau d'orange. Il nous est arrivé dans notre pays, dans notre contexte, de consommer le fruit appelé orange. Quand on regarde son aspect, la peau est un peu durcie et on constate le même phénomène au niveau du sein. Et sur le plan même à la palpation, on verra que il y aura comme une présence de masse à l'intérieur du sein. Peut-être une seule, peut-être même plusieurs masses. Mais déjà, dès qu'on constate qu'il y a une masse anormalement présente dans les seins, ça doit tiquer. Et généralement, c'est une masse bien fixée qui ne bouge pas lorsqu'on essaye de mobiliser le sein avec les mains et tout. Et on constate que cette masse est fixée. Un autre signe, c'est un écoulement anormal au niveau du mamelon. En temps normal, en dehors de l'allaitement, les seins ne doivent pas couler. Dès qu'il y a un écoulement anormal, ça doit faire tiquer. Bien que tout écoulement n'est pas directement synonyme de cancer. Mais déjà, ces signes-là doivent alerter et c'est avec la paraclinique qu'on pourra mettre en évidence et donner le diagnostic de certitude du cancer du sein. D'accord, docteur Ngalou, nous mettons beaucoup plus d'accent sur les cancers du sein chez la femme. Okay. Mais est-ce que chez l'homme, ça existe aussi? Oui, chez l'homme, ça existe. Il y a un taux faible, bien que c'est un taux faible, environ 1% seulement de cas de cancer de sein chez l'homme. Mais ce sont des cas qui existent. Qui existent, d'accord, docteur Ngalou. Nous aimerions aussi savoir sur le point, les causes du cancer du sein. Est-ce que c'est lié à la mauvaise alimentation? Par là, je vais dire, est-ce que les aliments ont aussi de l'influence, ont aussi de l'impact sur le développement du cancer du sein? Ok, parlons des causes. D'emblée, je dirais que la cause du cancer de sein n'est pas encore connue jusqu'à ce jour. Mais il y a plus des facteurs qui influent, qui entraînent un risque énorme, progressivement, selon le facteur. Il y a ces facteurs qui entraînent un risque énorme et d'autres un risque beaucoup plus faible. Mais on parle plus des facteurs de risque du cancer. Là-dedans, je cite la prédisposition génétique. Il y a la présence d'un gène BRCA, le 1 et le 2, qui s'il subit de mutations dans l'organisme de la femme ou même dans celui de l'homme, peut entraîner à la longue la survenue d'un cancer. Il y a les antécédents familiaux. Une femme dont la mère a eu à développer le cancer du sein ou même dont la sœur biologique a eu à développer le cancer du sein court un risque énorme de développer elle aussi le cancer. Ce qui veut dire que le cancer du sein est héréditaire? Pas nécessairement héréditaire. Donc ce sont des études qui ont été prouvées, mais ce n'est pas que automatiquement. Il y a ces familles où il y a la maman qui a développé le cancer, mais dont aucun enfant n'a eu à développer à son tour le cancer. Mais ce sont là comme des facteurs qui n'entraînent pas d'office, parce qu'il y a de ces cas de cancer de sein qui naissent en dehors de tous ces facteurs que nous pourrons citer ici. Au-delà de ça, il y a encore tant d'autres. Il y a l'âge avancé chez la femme, la prédispose ou lui fait courir le risque de développer un cancer de sein, et même chez l'homme aussi. Il y a l'exposition à des radiations, par exemple. Il y a l'obésité. Il y a ces facteurs qui sont en train d'être étudiés encore.
Ils ne sont pas certifiés comme ça, mais qu'on peut citer comme ça, comme l'obésité, comme le fait d'être sédentaire, rester tout le temps en un seul endroit, ne rien pratiquer. Il y a l'alcoolisme, il y a le tabagisme, il y a un tas de choses. Il y a même chez la femme une puberté précoce, c'est-à-dire à moins de 12 ans, et une ménopause tardive, qui peut lui causer d'énormes risques de développer le cancer à la langue. Chez l'homme, on a cité, entre autres, un facteur, c'est que le développement de la cirrhose de foie. Un foie porteur de cirrhose entraîne une certaine diminution des hormones masculines aux dépens de la production de certaines hormones féminines que lui n'avait pas au départ. Ce qui fait que ça l'expose à un risque élevé de développer le cancer du sein. Voilà un peu. Vraiment, c'est très très clair parce que nous faisons la communication sur la sensibilisation pour pousser les femmes à se faire dépister. Docteur, il y a peut-être certaines choses que nous ignorons. Pourquoi n'est pas... Il y a des femmes qui se disent comme ça, bon, je suis en bonne santé, tant mieux rester à la maison, attendre peut-être voir les signes, le premier signe du cancer pour aller à l'hôpital. Faites-nous un peu voir l'importance de se faire dépister. Ok, en fait, c'est malheureusement un constat que nous avons pratiquement dans notre communauté, la communauté congolaise, c'est que nous n'avons pas la culture d'aller se faire examiner, d'aller consulter sans un problème très alarmant. Donc, on attend vraiment que la situation devienne vraiment grave pour aller se faire consulter. Serait-ce à cause de la difficulté dans l'accès de soins? Peut-être, mais bon, c'est quelque chose que l'on combat, notamment avec cette occasion d'Octobre Rose, pour sensibiliser justement quant à l'importance de se dépister par rapport au cancer du sein, pour le prévenir. C'est un moyen préventif. Et dans cet axe de prévention, dans la sensibilisation, nous martelons sur un aspect qui est communiqué de plus en plus, l'autopalpation des seins. C'est que nous exhortons aux femmes d'avoir pour habitude de s'observer elles-mêmes, déjà à la maison. Parce que si on doit attendre qu'il faille aller se faire examiner à l'hôpital, ça risque de ne pas arriver. Alors, toi-même à domicile, prends le temps de t'observer. On ne trouve anormal que quelque chose qui était initialement normal, si je peux le dire ainsi. C'est là qu'on peut facilement détecter qu'il y a eu un changement. C'était pas comme ça. Aujourd'hui, je constate autre chose. Et ce qui pourra peut-être alerter et t'inquiéter, te pousser à aller consulter un médecin pour des plus amples examens. Et l'autopalpation commence d'abord par une inspection de la femme sur ses seins. La femme qui se présente, le thorax dévêtu complètement, en face d'un miroir. Un miroir qui lui permet justement de se voir, de voir tout son thorax. Et elle observe ses seins, elle sait voir quelles sont les différences en temps normal. Et même pendant les cycles où il y a peut-être certaines modifications qui se passent, entre autres la prise de volume du sein. Et quand elle se connaît en fait, dès qu'il y aura la moindre anomalie ou le moindre changement, ça va l'alerter. Et en deuxième lieu, après s'être inspectée, elle devra procéder par l'autopalpation. Elle peut le faire en position debout, toujours en face de son miroir, ou en position assise. Et là, elle peut le faire les bras le long du corps. Elle prend une main vers le sein contralatéral, c'est-à-dire si c'est la main droite palpera le sein gauche. Si c'est la main gauche palpera le sein droit. Est-ce qu'elle va bien le faire ou soit elle aura peut-être besoin d'un homme pour le faire, entre guillemets? Bon, voilà, soit dit en passant. Mais sinon, elle est appelée justement pour son bien. Pour son bien, elle doit prendre conscience de cela et se faire ça elle-même. Parce que c'est elle qui ressent en fait. Elle ressentira mieux que quiconque ce qu'il y a en elle. Ça, donc c'est un peu ça que je peux dire. Je ne sais pas s'il faille décrire. Bon, vous êtes là pour ça. Hein. On a besoin d'apprendre plus. Ok, alors parlons de l'autopalpation du sein. Comme je le disais, elle peut le faire en ayant la main du côté où elle examine le long du corps. Et elle prend sa main qui va examiner.
elle utilisera les 3 doigts médians de la main, c'est-à-dire les 3 doigts du milieu de la main. Elle écarte le pouce, elle écarte le petit doigt. Ok. Alors, elle garde les 3 doigts ensemble et elle ira comme ça avec la pulpe de ses doigts pour palper cadran par cadran. C'est-à-dire, vous prenez le sein qui a une forme assez circulaire, que vous divisez en 4 cadrans, en 4 parties, et vous y allez cadran par cadran jusqu'à passer tout le sein, mais aussi la région axillaire, c'est-à-dire les selles correspondantes et la clavicule correspondante pour rechercher s'il y aurait aussi d'autres masses à ces différents niveaux. Donc c'est là on y va avec une palpation légère d'abord, modérée, et on exerce quand même à la longue une certaine pression plus profonde, plus appuyée au niveau de chaque cadran jusqu'à parcourir tous les seins et les régions avoisinantes. Merci docteur. En parlant de prévention, est-ce qu'il y a des fruits, peut-être des fruits, certains aliments qui peuvent aider à la prévention du développement d'un cancer du sein? En soi, on conseille juste une alimentation saine, de façon générale. De plus en plus, on entend le concept consommons bio. Manger de la nourriture naturelle. Parce que, entre autres, les facteurs de risque que nous avons eu à citer, il y a l'obésité, qui est due justement à la malbouffe. Donc, quand tu manges mal, tu... Vivre frais. Voilà. Les conserves, les vivres frais, avec du formol et tout ce qu'on entend dessus, voilà, ça n'encourage pas trop. Déjà, le fait de bien manger évite un tas de maladies et on courrait moins de risques de développer le cancer du sein. Ça, je peux le dire de façon générale. Manger bio. Alors ici en RDC, les taux de personnes atteintes du cancer du sein peut être estimé à combien? Malheureusement, il n'y a pas tellement de données dans notre pays. On a plus, quand on effectue des recherches, de données de pays étrangers, beaucoup plus l'Europe, parfois même l'Amérique, mais à notre pays, on dira de façon générale que c'est le cancer le plus répandu chez la femme congolaise, le cancer du sein, et c'est la cause justement, la première cause de mortalité par le cancer chez la femme. Donc par là, c'est dû à quoi? L'ignorance ou les traitements n'est pas efficaces? Oui, je dirais l'ignorance d'un côté, mais aussi le retard dans le début de la prise en charge. C'est ce qui entraîne justement qu'il y ait malheureusement ce taux de mortalité encore important. Et ici, est-ce qu'ici en RDC, les traitements sur les cancers du sein est efficace? Oui, de plus en plus, on voit des structures s'approvisionner en moyens thérapeutiques pour lutter contre le cancer. Entre autres, la chirurgie, on peut opérer un cancer du sein, surtout quand il est encore à son début ou qu'il est bien localisé, bien circoncis dans le sein. On peut procéder juste à une simple chirurgie. Bien sûr, il faudra aller examiner l'échantillon qu'on aura enlevé pour savoir s'il y a eu déjà des avancées ou une dissémination qui serait passée inaperçue, bien sûr. Il y a la radiothérapie dans notre pays qui est un deuxième moyen avec lequel on lutte contre le cancer du sein. Il y a aussi la chimiothérapie qui est pratiquée dans notre pays et l'hormonothérapie aussi. L'hormonothérapie qui vient souvent être en ajout au traitement déjà précité, mais dans des cas bien spécifiques où l'on trouverait au sein de la masse ou de l'échantillon qui a été prélevé des récepteurs hormonaux qu'il faille détruire ou qu'il faille empêcher d'effectuer leur progression dans l'organisme. Voilà un peu. D'accord, docteur Ngalou, vous êtes congolaise, vous regardez aussi la télé, j'espère? Bien sûr, quand je peux. D'accord. C'est souvent après ou avant les théâtres dans nos chaînes de télévision ici à Kinshasa, nous voyons des docteurs traditionnels. Quel est votre aperçu par rapport à ça sur les traitements du cancer des seins? Est-ce que ça a de l'assurance? Est-ce une mauvaise chose? Ok, traitement traditionnel du cancer du sein. Bon, il y a des études qui sont menées. Je parle en général, dans le monde. Il y a des études qui sont menées sur la possibilité de traiter à l'aide des plantes ou même à l'aide d'un traitement naturel, si on peut le dire ainsi.
Mais jusque-là, il n'y a pas encore quelque chose qui a été proposé clairement. Bien sûr, il y a de ceux qui ont testé, mais sur un petit échantillon, peut-être sur une ou deux personnes, et qui auraient vu des bons résultats. Mais pour qu'on en arrive, par exemple, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, c'est après qu'on ait essayé sur un bon échantillon et qu'on ait vu des résultats qui a mis le collège des scientifiques d'accord, qu'on vulgarise la méthode ou le moyen thérapeutique. Mais aussi longtemps que cela n'est pas fait en matière du traitement traditionnel ou du traitement naturel contre le cancer, je ne peux pas avancer, dire ou encourager des gens à se faire traiter. Non, parce que les moyens connus sont ce que nous avons cité. D'accord, docteur. Pouvez-vous nous dire les conséquences? Parce qu'on peut voir ça comme ça, j'ai l'autre sein qui grossit, c'est rien, je peux me masser, mais quelles sont les conséquences d'une femme ou d'un homme qui est atteint du cancer de sein? Ok, j'irai peut-être fort d'emblée, et la mort. La mort. Parce que quand on est pris en charge en retard, on est pris en charge en retard. Je prends par exemple, si on utilise la radiothérapie. La radiothérapie, ce sont des radiations, les rayons X. Quand c'est en face d'un cancer assez avancé, on sera obligé de frapper fort. Quand on envoie des rayons à forte intensité, ça expose davantage la personne parce que le cancer sera, les cellules cancéreuses seront peut-être détruites, mais les cellules saines qui étaient tout autour seront aussi impactées. Ce qui fait que peut-être le sein qui était resté normal peut à la longue développer à son tour le cancer, par exemple. Et bien sûr, la prise en charge tardive nous fait courir un risque énorme que le traitement ne réussit pas. Donc voilà, et la personne peut décéder à la suite de tout ça. D'accord, docteur, on revient un peu sur l'homme. L'homme atteint du cancer du sein, est-ce que les traitements avec la femme atteinte du cancer, les traitements est pareil ou il y a peut-être un niveau de différence? Le traitement est le même. En tout cas, ce sont les mêmes moyens thérapeutiques qu'on utilise et chez l'homme et chez la femme. Ce sont les mêmes moyens thérapeutiques, mais c'est à juger au cas par cas, selon le type de cancer, selon aussi l'évolution même du cancer dans l'organisme. C'est à juger en face du cas que nous aurons. Alors, concernant les risques, on en revient un peu, le risque d'avoir le cancer du sein. Ça se développe, les développements du cancer des seins ou des risques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se développe selon l'anticorps, selon l'âge, la variation du développement du cancer des seins. Ok, en fait, ces risques, généralement, il faut qu'il y en ait plus d'un. Plus il y en a beaucoup, plus il y a encore, plus le risque s'accroît, si je peux dire ainsi. Alors, plus il y en a moins, la personne est moins court un risque moindre de développer le cancer. Mais on ne peut pas se figer que sur les risques, parce qu'on a connu des cas où la personne ne présentait aucun de ces facteurs de risque que nous avons cités, mais qui a tout de même développé la maladie. Ce sont des choses dont il faut tenir compte pour arriver à prévenir, pour ne pas s'exposer davantage à ces risques, mais dire qu'il y a la loi de cause à effet automatiquement, en ayant tel risque, tu développeras le cancer. Nous ne pouvons pas nous avancer dans ce sens-là. D'accord, docteur. Concernant les cas, les pays les plus touchés du cancer du sein, est-ce que c'est l'Afrique, beaucoup plus en Afrique, en Europe, ou bien c'est partagé? Bon, c'est partagé, je dirais. Mais on a essayé aussi de vérifier par rapport à la race si ça pouvait avoir un impact. Mais il n'y a pas eu tellement de données en termes de différence partant de la race. Toutes les femmes de n'importe quelle race peuvent être touchées du cancer du sein. Mais je crois que c'est le diagnostic, au niveau du diagnostic, que l'on remarque que c'est plus en Afrique
à cause de cette, je ne sais pas si je pourrais l'appeler négligence ou je ne sais pas où, bon, voilà un peu. C'est plus en Afrique que ça pose encore problème. Parce que en Europe, en France particulièrement, on a tellement disponibilisé des moyens, que ce soit pour le dépistage, mais aussi pour la prise en charge, que on en parlerait peut-être de moins en moins sous d'autres cieux que par rapport à notre cher continent africain. Oh, merci, docteur Ngalou. On chute déjà, mais j'ai une autre question. D'accord. Vous avez parlé concernant le cause du cancer, il y a la mauvaise alimentation. Mais sur Internet, à la télévision, nous voyons beaucoup plus de stars. Ils ont de l'argent. Oui. Des personnes célèbres, elles ont de l'argent. Mais pourquoi ces personnes sont le plus touchées par les cancers du sein? Là, je parle de femmes. Ok, bon, avoir de l'argent n'est pas synonyme de mener une bonne vie. Hein. Alimentation, peut-être que la personne mange bio, justement. Contrairement à nous. Pas nécessairement, hein, pas nécessairement. C'est eux qui nous ont amené les organismes génétiquement modifiés comme nourriture. Donc c'est eux qui nous ont amené. Donc tout ça reste à vérifier en fait. Tout ça reste à vérifier, mais pour parler des personnes connues, des stars entre guillemets, j'en connais une qui est allée carrément se faire opérer des seins et on a placé des implants. Elle, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait une prédisposition génétique, si je ne m'abuse, ou carrément un antécédent familial de cancer des seins. Elle a voulu se mettre à l'abri. Donc c'est aussi un moyen justement de prévenir, si on en a les moyens bien sûr. Mais côté alimentation, quand on consomme bio, je ne vois pas pourquoi le risque qui affecte principalement la nourriture ou l'obésité et tout sera écarté. Là, parce que vous parlez des implants, surtout ça des stars, des implants. Alors dites-nous un peu, docteur, l'impact positif et négatif des implants. C'est un corps étranger et chaque organisme réagit à sa manière face à un corps étranger qu'on lui inflige. Alors, je connais de ceux qui ont rejeté ces implants. C'est l'organisme lui-même qui a rejeté. On a été obligé d'enlever et il y a d'autres qui ont tout de même développé le cancer avec ces implants sur les cellules qui étaient restées de son organisme ou de son sein. Et malgré l'implant, il a quand même développé la maladie. Donc, merci, docteur Ngalou. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette rencontre qui est vraiment bénéfique pour moi. En tout cas, je vous assure la pérennisation de mon côté. J'ai parlé de ça à ma maman, à ma tante, à tout le monde. C'est ça le but de la sensibilisation, justement. Vraiment, c'est ça, docteur. Mais une dernière question. Qu'en est-il de ces personnes qui ont les cancers du sein, mais hésitent d'aller de se faire peut-être dépister ou de se faire soigner, préfèrent prendre des pilules à la maison? Quelles en sont les conséquences? L'automédication est proscrite en cas de maladie de cancer du sein. En tout cas, ce n'est pas du tout conseillé. Il s'expose d'ailleurs, il s'expose à d'autres problèmes en fait. Il s'expose à beaucoup d'autres problèmes. Alors on n'encouragera pas du tout une automédication à domicile. Alors qu'en est-il du traitement, c'est gratuit ou bien? Non, pas jusque-là. Jusque-là, il n'est pas gratuit, mais c'est l'un des objectifs justement du Octobre Rose. C'est l'un des objectifs d'Octobre Rose. Il y a le volet sensibilisation pour conscientiser les femmes ou les hommes, enfin les êtres humains en général, sur l'existence du cancer des seins, sur son impact négatif sur la santé et même sur l'économie, mais aussi récolter les fonds. Récolter les fonds, mobiliser les fonds pour pouvoir en arriver justement à ce que vous évoquez. Pourquoi ne pas rendre gratuit justement la prise en charge du cancer? C'est quelque chose qui est visé, mais dont peut-être qu'on n'a pas encore atteint cet objectif jusque-là, mais on se bat pour. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous honorer. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Docteur Ngalou, un mot de la fin. Ok, vraiment merci. Je remercie Télé Plus d'avoir pensé à notre modeste personne pour participer justement à cette campagne de sensibilisation combien importante pour notre communauté et même pour la population du monde entier. En tout cas, ce fut un plaisir de passer sur le plateau de Télé Plus. Je vous remercie pour ça. Merci à vous, madame.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre particulière attention. Comme je l'ai dit au début, je serai là désormais pour vous servir dans ces programmes qui mettent l'accent spécialement sur la santé. Comme je l'ai dit, la santé est la plus meilleure des richesses qui puissent exister dans le monde. Prenez soin de vous, chères dames, chers messieurs. Allez vous faire dépister Octobre Rose. On a encore quelques jours pour garder sa santé très bonne. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.